le journal. Tout le plaisir est pour moi de vous informer ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Mandico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Tout est fin prêt pour accueillir le Saint-Père de l'Église catholique, le pape François, en République démocratique du Congo. Le gouvernement et tous les concernés mutualisent les préparatifs qui se déroulent comme prévu. Les enseignants désactivés qui accusent des mois d'arriérés ont tenu un sit-in devant le cabinet du ministre de l'enseignement primaire pour réclamer leurs droits. La mesure du gouvernement d'imposer une formation militaire aux étudiants suscite diverses réactions dans le chef des concernés qui estime qu'une clarification des termes de ce service devrait être vulgarisée pour mieux engager cette réforme. Voilà tout pour le sommaire, dames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par la visite du pape François, la fin des travaux sur les sites retenus fixés au 25 janvier prochain. Au total, 6 sites sont en train d'être aménagés dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour accueillir les 11 événements retenus pour la visite du pape François. Suivez les détails. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait savoir au cours du briefing presse animé conjointement avec le nonce apostolique Monseigneur Héctor Ballesteros et le coordonnateur des travaux, Josué-Noël Cheke, que les travaux effectués sur les différents sites devront prendre fin une semaine avant l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au cours de cet exercice, nous voulons expliquer pourquoi justement le pape vient en République démocratique du Congo, quelle est l'importance de cette visite. Pourquoi on a choisi la thématique « Tous réconciliés en Jésus-Christ » ? À ma droite, vous avez donc le représentant du pape en République démocratique du Congo, les nonces apostoliques, Monseigneur Héctor Ballesteros. Et à ma gauche, vous avez Josué-Noël, que vous connaissez très bien, qui est le coordonnateur technique d'aménagement de tous les sites qui ont été choisis pour accueillir sa sainteté le pape François. Le coordonnateur des travaux, quant à lui, assure que pour ces travaux de reprise, l'opinion peut être rassurée que suivant les instructions de son Excellence Monsieur le Premier ministre, une semaine avant l'événement, c'est-à-dire au 25 janvier, tous les travaux sur l'ensemble des sites doivent prendre fin en dehors seulement de quelques travaux décoratifs qui vont se faire la veille. Logistique, transport et autres, va dans les jours à venir, après les réunions, on va dévoiler les plans des circulations avec les différents parkings. Et puisque vous parlez des différentes rues, directions, voies de sortie, j'ai parlé ici qu'il est prévu 34 voies de sortie. En fait, ça fait les tours du site d'Ndolo. Et on a même des voies de sortie qui sortent à partir de la base aérienne de Ndolo, à partir des Lista, à partir d'ailleurs, il y a une, quand vous prenez l'avenue du Kassai que vous citez, cette avenue échoue directement sur la clôture de Ndolo. Donc toutes ces voies vont être ouvertes. Pour sa part, le nonce apostolique Monseigneur Héctor Ballesteros a laissé entendre qu'au cours de sa visite, le pape rencontrera des victimes des massacres et déplacés de l'Est, le président de la République, des représentants des institutions et des églises, des jeunes mais aussi des politiques. Ils viennent pour aider le Congolais à tourner vraiment la page, c'est-à-dire à inviter le Congolais à se réconcilier. Nous le voyons sur le logo de la visite, tous réconciliés en Jésus-Christ. Pour rappel, le pape François va effectuer un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février prochain. Cette visite est placée sous le thème « Tous ensemble réconciliés en Jésus-Christ ». Un spot est déjà fin prêt. Les communautés nous disons Boye et l'amour, Karibu Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga.
Comme annoncé, l'opération d'évacuation des marchés pirates le long du boulevard Lumumba a débuté ce lundi 9 janvier 2022 à hauteur du marché hindou, accompagné du vice-gouverneur. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a assisté à cette opération réalisée par la police. Suivez sa réaction sur terrain. Nous avons lancé un communiqué depuis 4 jours et aujourd'hui c'était donc le deadline. Il fallait débarrasser toutes les emprises le long du boulevard Lumumba, sur le tronçon compris entre l'aéroport de Njili jusqu'à la première rue de Mété. C'est ce que nous avons fait. Vous avez vu donc l'équipe de l'hôtel de ville. Il s'agit de moi-même, vice-gouverneur ou de Jonathan Songo. Elle s'affiche complète. Donc nous sommes tous là. Les policiers nous ont assistés. On a fait travailler 1000 policiers. Nous avons fait travailler également l'unité spéciale de la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Nous avons débarrassé des emprises publiques de tous les vendeurs. Et on a aussi évacué donc, les étables qui encombraient cet espace. Donc l'opération s'est faite avec beaucoup de succès. Je voudrais ici remercier la police ainsi que tous les services de la ville qui ont fait un travail de titan, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis pratiquement 3 h du matin pour en découdre définitivement avec ces mauvaises pratiques d'étaler la marchandise sur les emprises publiques, sur les caniveaux et sur les trottoirs également. Et nous avons aussi débarrassé donc, des trottoirs, le véhicule qui devenait de plus en plus encombrant, et surtout le gros véhicule, les semi-remorques également. Nous les avons donc remorqués avec les engins de la ville. Nous avons commencé depuis Belle Lurette, une opération d'embellissement de cette avenue. Nous avons mis déjà des barrières des vignes et nous avons également planté de la pelouse. Nous avons aussi fleuri plusieurs espaces le long de cette avenue. C'est ce que nous allons continuer à faire, surtout que depuis l'arrivée de mon adjoint, donc le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, nous affichons donc une équipe compacte qui fait du bon boulot. Donc nous espérons que dans les jours qui viennent, cet espace sera complètement assaini et complètement également embelli. Les députés provinciaux de l'Équateur demandent à la Commission électorale nationale indépendante CENI de prolonger de 3 mois la durée de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans leur province suite à plusieurs difficultés au cours de cette opération. Suivez les détails avec Bijou Lumuna. Les députés de l'Assemblée provinciale de l'Équateur invitent la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à prolonger de 3 mois l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en la province de l'Équateur. Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Peter Loposé, le délai d'1 mois fixé par la CENI pour l'opération d'identification et de l'enrôlement des électeurs est insuffisant au regard du nombre de la population. À cela s'ajoutent plusieurs difficultés rencontrées lors du processus, à savoir l'insuffisance de machines et des techniciens dans les centres d'inscription, la lenteur des opérateurs de saisie affectés à cette fin, le déplacement de plus de 10 km pour retrouver un centre d'enrôlement et la disparition de certains centres d'enrôlement par les inondations. Tous ces facteurs constituent des obstacles au bon déroulement de l'opération et ne permettront pas aussi de boucler ces opérations à la période prévue par la centrale électorale. Notons que l'opération d'enrôlement des électeurs avait été lancée depuis le 24 décembre 2022 et que celle-ci prendra fin le 23 janvier 2023. Parlons présidentiel 2023, Adolphe Muzito pose une condition avant de conclure une alliance avec un autre candidat. Adolphe Muzito estime que les alliances politiques sans programme commun ont démontré leurs limites depuis 1960 et qu'il faille désormais décider d'un programme avant de décider des individus qui doivent le porter. Commentaire.
Lors d'une conférence débat organisée le 8 janvier 2003 à Kisantu dans le territoire de Madimba au Congo central, le leader du parti Nouvel Élan a notamment évoqué les récentes démissions des pro-katumbistes du gouvernement Sama Lukonde. Selon lui, c'est l'une des conséquences des alliances politiques entre individus au lieu d'un programme commun. Il prétend que tous les Congolais et Congolaises ont appris des erreurs et des conséquences de ce genre d'alliance qui se font depuis 1960. Adolphe Muzito ne veut pas d'alliance sans un programme commun. C'est à cause de ce genre d'alliance qu'on assiste à des démissions des membres d'un gouvernement à la veille des élections. Normalement, les alliances politiques ne devraient se passer qu'entre partis politiques et leurs programmes respectifs a-t-il justifié pour conclure pourquoi lui ne se mettra qu'avec un candidat qui a un programme avec lequel il pourra débattre et tracer des voies communes sur fond d'idées et des propositions concrètes et réalisables et non du populisme. Aussi, il a pris pour exemple cette image selon laquelle 3 candidats sans programme respectif qui s'allient comme 3 ensembles dont l'intersection est totalement vide. D'aucuns voient dans les propos de Muzito une allusion très claire de sa distance avec Matrin Fayulu qui s'est mis avec Matata Pognon et Dini Mukwege. Signalons que Muzito conférait avec une délégation des étudiants du Congo central qui lui ont demandé de se présenter lui-même à la présidentielle de 2023 et de ne rien céder en faveur d'une quelconque alliance politique. La République démocratique du Congo a été classée 8e force militaire puissante en Afrique et 72e au niveau mondial. C'est le site américain Global Firepower qui a publié son classement 2023 des forces militaires de 145 pays dans le monde. Les détails dans ce reportage de la rédaction. La République démocratique du Congo, classée 72e sur 45 pays, occupait la 76e place sur le rang mondial en 2021, a donc progressé de 4 places en 2023. Au niveau africain, la RDC occupe la 8e place sur 37 pays répertoriés. Elle occupait la 11e place en 2022, elle a gagné 3 places en 2023. En tête, l'Égypte reste la première puissance militaire africaine. Ce pays d'Afrique du Nord occupe le 14e rang à l'échelle mondiale de 145 pays étudiés qui se basent sur 60 critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d'avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique. Au niveau mondial, selon Global Firepower, les États-Unis demeurent la première puissance militaire mondiale en 2023 devant la Russie, la Chine, l'Inde et le Royaume-Uni. À titre d'information, le site américain Global Firepower établit chaque année un classement de forces militaires de plus de 100 pays dans le monde. Ce classement Global Firepower se base aussi sur une cinquantaine de critères permettant, tant aux nations plus petites que celles plus avancées sur le plan technologique, de rivaliser avec une plus grande ou une autre moins développée. Ce classement ne repose donc pas seulement sur le nombre total d'armes disponibles pour un seul pays, mais plutôt sur la diversité des armes dans le nombre total pour offrir un meilleur équilibre de la puissance de feu disponible. Au regard de ce palmarès militaire, la crise à l'est de la RDC, avec l'armée rwandaise qui n'est même pas classée, démontre à quel point ce conflit contre le M23 est plus politique et diplomatique. À titre d'illustration, les pays dont les armées sont reconnues en Afrique sont l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Angola, le Maroc, la RD Congo, la Tunisie et le Soudan, pour ne citer que les 10 premiers pour le classement 2023. Les étudiants de la première licence de Kinshasa passeront désormais 15 jours à Kibomango dans le cadre de la formation à la préparation militaire des étudiants sur l'ensemble du territoire national, comme annonce plutôt faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi, une décision qui ne semble pas faire l'unanimité dans le chef des étudiants. Interrogés à ce sujet, les étudiants de l'université et pédagogique nationale ont émis des avis contraires quant à cette expérience. Reportage de Viningali Junior et Yvan Chibango. La République démocratique du Congo fait depuis un certain temps face à une agression lui imposée par le Rwanda via le rebelle du M23. Pour mettre fin au massacre attribué à ces groupes rebelles, Kinshasa préconise des méthodes en vue de pacifier la partie est de la RDC. Parmi les solutions,
Le gouvernement congolais, via le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, a annoncé la formation à la préparation militaire dans les camps de Kibomango des étudiants qui prendra 15 jours. Une formation qui concerne les étudiants de la phase terminale du système LM2, annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi. Sur terrain, cette décision ne semble pas faire l'unanimité. À l'Université pédagogique nationale, les avis sont partagés. Franchement, je n'arrive pas à bien comprendre l'idée générale des maîtresses de cette conception. Jusque-là, j'ai un problème de le digérer parce que, je ne sais pas, on a trouvé que l'armée est faible et que les étudiants doivent renforcer l'armée ou encore les étudiants sont incompétents. Là, je crois qu'envoyer les étudiants en stage ne va pas répondre favorablement pour résoudre la guerre de l'Est. La loyauté au plus haut niveau, c'est à la nation. Quant à moi, le ministre dessus, son excellence Moïndo Nzangi, de telle sorte que nous devons savoir comment il faut conserver la souveraineté de l'État congolais à tous les niveaux. Avec l'œil intelligent du ministre, je pense qu'il a bien réfléchi. Moi d'ailleurs je regrette, parce que je suis déjà en deuxième licence, si j'aurais dû être encore débutant, j'allais bénéficier de cette œuvre que le ministre est en train de mettre en place pour essayer de faire comprendre à la nouvelle jeunesse que le Congo appartient à tout le monde et nous avons une responsabilité morale de conserver notre territoire. A noter que Moïndo Nzangi a annoncé que cette formation d'un mois est essentiellement pour des étudiants de classe de recrutement, se fera à 2 volets. Le premier sera consacré d'abord aux valeurs, principes et symboles de la République et le second aux exercices militaires proprement dits. Sit-in lundi 9 janvier 2023 devant le cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, Tony Mwaba. Il s'agit des enseignants désactivés et réactivés qui réclament leurs arriérés de salaire de 5 mois. Les enseignants abusivement désactivés sollicitent l'intervention et l'implication du chef de l'État pour rentrer dans leurs droits. Ils sont au micro de Muriel Monsa. C'est pour la première fois à la tête de l'EPST de connaître ce que nous sommes en train de connaître. Je vous dis que depuis le mois de juillet 2021, que nous avons été désactivés abusivement. Nous nous posons la question sur base de quels éléments le ministre s'est servi maintenant pour réactiver toutes ces écoles ici. Et alors nous sommes ici, nous avons représenté tous les collègues. Nous sommes plus de 2500 enseignants qui étaient désactivés abusivement. Aujourd'hui nous sommes arrivés là. On a commencé d'abord à nous intimider. On nous fait entendre que, tel que nous sommes là, nous n'avons pas le droit de revendiquer. Nous devons nous appuyer dans un syndicat et ce syndicat-là qui va porter notre voix. Et quel syndicat? On a pris tous les syndicalistes, on les a approchés, on est en train de travailler avec eux. Quand est-ce que ces syndicats-là vont amener nos revendications auprès des autorités? C'est comme ça que nous avons décidé que ce sont des intimidations. Des enseignants qui viennent paisiblement comme ça, faire des revendications, ils viennent directement, on arrête notre collègue. Notre collègue ici, on lui réduit même le téléphone, on lui réduit même l'argent. On appelle un dispositif de policiers qui vont venir pour nous intimider. Ça nous disons non et nous avons trouvé un compromis que d'ici la fin du mois, si on ne trouve pas la solution, nous allons toujours revenir ici. Et cette fois-là avec tous les enseignants pour faire entendre notre voix. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a présidé la première réunion de cadre de concertation avec les confessions religieuses, cela en vue de la poursuite de la mise en pratique de la nouvelle convention scolaire qui remplace celui de 1977 qui ne répond plus aux réalités actuelles. Un reportage de Martin Kayembe.
Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a tenu la première réunion de cadre de concertation permanente avec les représentants légaux des confessions religieuses, signataires de la nouvelle convention scolaire. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de l'EPST a circonscrit la raison de la cérémonie, qui est la matérialisation de la volonté ferme du ministre de l'EPST lors de la signature de la nouvelle convention qui suggère la mise en place d'un cadre d'échange entre partenaires de l'éducation. Prenant la parole à son tour, le patron de l'EPST a insisté sur la réussite de la gratuité de l'enseignement de base, programme phare du premier quinquennat du chef de l'État, la lutte contre les antivaleurs dans les milieux scolaires et la question de viabilité des infrastructures scolaires. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre d'une commission que nous avons mise en place, qui n'est rien d'autre que le cadre de concertation permanente entre les ministères et les confessions religieuses qui ont reçu mandat en vertu duquel les écoles leur ont été confiées pour gestion et administration. Depuis 1977, ce cadre n'avait jamais existé parce que les partenaires du gouvernement dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ce sont les confessions religieuses qui sont représentées par les représentants légaux. Voilà les partenaires du gouvernement dans la gestion indirecte des écoles. Et ce cadre n'existait pas parce que nous leur avons confié la gestion des écoles, mais ils peuvent avoir des préoccupations, des questions qui nécessitent que ça soit partagé et que des décisions d'harmonisation soient également prises pour une bonne prise en charge de la thématique éducative dans notre sous-secteur. Le porte-parole de confession religieuse, le révérend Dodo Kamba, des églises de réveil a sollicité auprès du ministre l'instauration d'une journée d'audience particulière à l'intention des représentants légaux de confessions religieuses. Un sentiment de joie, d'émotion et de responsabilité en même temps. Il faut admettre que l'approche de son Excellence, Monsieur le ministre, a réveillé en nous un sentiment ou encore un réflexe que devrait en principe avoir tous les chefs de confession religieuse. Hier, cette coordination a toujours existé dans le chef de chacune des confessions, mais on n'a jamais été si proche pour comprendre quel est notre rôle à jouer. Il y a eu des déshydratats, beaucoup de choses qui faisaient à ce que nous ne sachions pas comment prendre notre responsabilité en main. Beaucoup de petits soucis, des imbroglios qui existaient. Il venait tout à l'heure de parler de l'harmonie au niveau de nos écoles, des complexes scolaires et tout ça. Mais ce sont des choses qu'on peut régler en toute responsabilité si on sait vous rappeler votre devoir. Signalons que ces cadres de concertation rentrent dans le cadre de la nouvelle convention scolaire qui remplace celle de 1977. À quelques jours seulement de la prise de ses fonctions, le bourgmestre de Selembao, maître Mathias Womoumou et son vice, ainsi que les quelques administratifs, ont effectué une descente au quartier Badiadingi ce mardi 10 janvier pour s'enquérir de l'état des avenues menacées par les érosions. Roskindela et Vitempandou pour plus de détails. Il n'est pas de ceux qui se contentent du bureau climatisé, mais en homme de terrain. C'est ainsi que maître Mathias Womoumou, bourgmestre de la commune de Selembao, a été à la tête d'une forte délégation constituée de son adjoint et les services d'urbanisme et habitat ce mardi 10 janvier au quartier Badiading dans sa juridiction afin d'établir un état de lieu de cette partie de sa municipalité menacée par les érosions. Après avoir sillonné quelques sites, le numéro 1 de cette commune a constaté qu'une dame avait barricadé une partie de l'avenue empêchant le passage de eaux de pluie. Il va ordonner la destruction immédiate. Maître Mathias Womoumou n'a pas manqué de sensibiliser ses administrés au respect des espaces publics. On a pris des mesures. On a pris des mesures par rapport à la demande de la population parce que les eaux de pluie sont en train de créer des érosions dont il y a au moins 7 maisons qui sont parties. Alors nous devons prendre des mesures pour éviter les catastrophes du 12 au 13 décembre passé. On a pris des mesures. On a instruit au chef de quartier
de pouvoir sensibiliser toute personne qui a construit sa maison dans sa résidence, de pouvoir creuser un puits de rétention d'eau. Parce que les eaux de pluie qui créent des érosions et qui dérangent la quiétude de la population. C'est pour cette raison qu'on a instruit au chef de quartier de sensibiliser. Dans 15 jours, je vais retourner ici pour voir si les mesures données au chef de quartier ont été respectées. Les riverains se sont sentis honorés de voir pour la première fois depuis 10 ans un bourgmestre effectuer une descente sur terrain. 18 jours d'itinérance et 12 jours de bureau. C'est ça, l'administration. Merci. Moi, j'ai fait 10 ans ici, depuis que j'ai construit la maison ici. Le seul bourgmestre qui est venu trouver la solution à nos préoccupations, c'est celui-ci. C'est pourquoi je dis au chef de l'État, merci de nous avoir donné un homme comme celui-ci. Hier, nous étions dans son bureau, on n'avait pas l'audience, mais il nous a reçus. Il nous a promis qu'il sera là, et il est là. Il a trouvé la solution. Vraiment, merci beaucoup. Président, merci de nous avoir choisi un tel homme pour nous. La commune de Sélimba connaît plusieurs difficultés, notamment l'insécurité, les érosions, les manques d'eau, mais la nouvelle équipe est déterminée d'en découdre totalement. Parlons sport à présent. Suite aux réserves formulées par les deux équipes, la Ligue nationale de football, l'INAFoot, suspend officiellement le résultat du match numéro 140 qui avait opposé les Moscovites aux Cheminots du 15 décembre dernier à Kinshasa. Le match avait été emporté par les poulains de Raoul Chungu, 2-1. Glody Mwenda nous en dit plus. Magnifique passe de Tchatakora. Et ensuite cette frappe. Les deux équipes ont saisi la Ligue nationale de football. Lupopo a fait le premier pas en accusant le Moscovite d'avoir utilisé frauduleusement Teddy Tekiema lors de ses matchs soldés sur le score de 2-1. Les Cunés à leur tour estiment que Lupopo utilise sans autorisation son joueur Jean-Marc Makusu Mundele qui a récemment résilié son contrat avec le Viet. Selon nos sources, les Cheminots qui ont perdu devant le défenseur de Kinshasa veulent se battre jusqu'au bout pour trouver les gains de cause. Pas pour longtemps. La Ligue nationale de football va trancher l'affaire. La plainte de Lupopo est fondée contrairement à celle de Vita Club. Une chose qui est sûre, Vita ne perdra pas ses contentieux eu égard du sérieux et patience qu'il a mis pour enregistrer Tekiama. Le cas contraire, le club de la capitale perdrait plusieurs matchs dans lesquels figurait Tekiama. Vice versa pour Lupopo. Le deuxième but de l'association sportive Vita Club. C'est suite au point 5 de Montpellier. En revue de presse, plusieurs sujets politiques font l'actualité des journaux parus ce mercredi 10 janvier à Kinshasa. Pour des amples détails, suivez cette sélection de la rédaction pour vous, mesdames et messieurs. Ouvrons cette revue avec le billet hebdomadaire Ouragan qui titre « Accord secret, les aveux de Bissilele Fortunadi Bifor », proche collaborateur du président de la République qui a, au cours d'une interview, livré des informations, en fait des secrets qu'il ne fallait pas dire, étant donné le contexte de la crise à l'est de la RDC. Sincèrement, c'était pas opportun. Pour sa part, le journal ironise, après le fiasco de Kinbopeto, Ngobila lance l'opération coup de poing. L'article accuse que l'hôtel de ville ne se gêne pas de multiplier des initiatives d'assainissement alors que les précédentes n'apportent rien, décrit le journal. Forum des As, lui, se rapporte à la visite du pape à Kinshasa en reprenant les raisons du nonce apostolique Héctor Ballesteros, qui rassure que le pape François vient pour aider les Congolais à se réconcilier. Sur le même sujet, l'avenir confirme que le gouvernement est prêt à relever le défi en ce qui concerne la visite du pape en RDC. Pour preuve, les assurances du ministre des Médias, du nonce apostolique et du coordonnateur, lesquels ensemble donnent un seul ton confiant. Amen. Autre chose, les perspectives électorales du pays s'annoncent très tendues avec la prospérité qui fait écho des derniers propos directs d'Adolphe Muzito qui confie qu'il ne veut pas d'alliance sans un programme commun, comme pour dire qu'à ce jour, il n'a pas encore d'année sûre pour décembre 2023 vu que personne ne correspond à la mesure de son programme à confronter. Avec cette sortie, le leader du Nouvel Élan a pris carrément sa propre volée politique. Encore autre chose avec la tempête des tropiques qui informe qu'un contrôle parlementaire est suggéré au sujet du présumé détournement des 42 millions de dollars pour la réhabilitation de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Le
ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, aurait déjà rejeté toute implication de sa part dans ce dossier plus que scandaleux. Scandaleux, et oui, sur le plan international avec Le Monde, qui rapporte que tout le Brésil est en état de choc, après le coup de force de l'extrême droite qui ébranle et a failli faire reculer sa démocratie. Les jeux ont bien failli se jouer autrement, énonce l'article qui salue Lula da Silva, sacré père de l'Union sacrée de la nation, alors que le président sortant, Jair Bolsonaro, et les extrémistes qui ont tenté le coup de force. C'est la disgrâce. Le Temps, lui, presse sur le cas en titrant à Brasilia un nouveau stress test pour la démocratie pour justifier la psychose qui s'est installée au Brésil en ce qui concerne une passation difficile. Le journal Humanité d'Oranchérie, Lula face au coup d'État permanent pour dire que l'échec du putsch ne signe pas la fin de la menace. D'ailleurs, des enquêtes et des arrestations sont en cours pour une résistance qui met à mal une démocratie qui servait déjà d'exemple. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Voilà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais avant tout, je rappelle les principaux titres. Tout est fin prêt pour accueillir le Saint-Père de l'Église catholique, le pape François, en République démocratique du Congo. Le gouvernement et tous les concernés mutualisent les préparatifs qui se déroulent comme prévu. Les enseignants désactivés qui accusent des mois d'arriérés ont tenu un sit-in devant le cabinet du ministre de l'Enseignement primaire pour réclamer leurs droits. La mesure du gouvernement d'imposer une formation militaire aux étudiants suscite diverses réactions dans le chef des concernés qui estime qu'une clarification des termes de ce service devrait être vulgarisée pour mieux engager cette réforme. Voilà qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous prochainement. Au revoir.